Quel engagement face à la menace terroriste en Afrique? C'est le thème de notre entretien du jour que nous ferons avec M. Clotaire Akpani. Il est le président du cadre, entendez, le Congrès africain pour le développement, la démocratie et la relance économique, une association qui a organisé tout récemment une journée d'hommage au président tchadien Idriss Itno Déby pour son engagement à lutter contre la secte Boko Haram en Afrique. Merci, M. Clotaire Akpani, d'avoir accepté notre invitation. Alors, dites-nous ce que c'est que le terrorisme. Par terrorisme, on attend simplement une politique de déstabilisation des sociétés par la violence physique, la pratique de l'injustice et surtout la propagande. Et la manifestation du terrorisme se fait très souvent de manière isolée. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont formatés à la chose, qui ciblent un lieu donné public, qu'ils explosent, soit par une bombe, soit par une auto-explosion. Il y a aussi des fois des endroits bien ciblés, des cadres bien ciblés, des cadres symboliques ciblés, qui sont aussi détruits quelquefois par les actes terroristes. Donc le terrorisme, quelque part, c'est d'instaurer la peur chez le gouvernant et le gouverné, afin de se faire entendre. Y a-t-il d'autres formes du terrorisme? Oui, il y a plusieurs types de terrorisme. Il y en a plusieurs. D'abord, il y a le terrorisme isolé. Le terrorisme isolé, il concerne des gens, des groupuscules qui s'élèvent, qui se constituent en rébellion et qui attaquent une nation. Soit pour des frustrations ethniques surtout, et des gestions de l'État. Donc il y a les rébellions, il y a les anarchistes qui ne se conforment à rien, qui créent la déstabilisation, qui créent le désordre dans le pays. C'est une autre forme de terrorisme. Il y a la troisième forme de terrorisme individuel, qui est le nihilisme, qui consiste à ne pas respecter les valeurs et l'ordre établi sur la base des considérations des libertés individuelles. Vous comprenez? Donc c'est ce qui se caractérise très souvent par le radicalisme islamique. Et c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler le djihadisme ou autre. Donc ça, c'est une forme, le terrorisme individuel. Il y a le terrorisme d'État. Le terrorisme d'État, il consiste à pratiquer une violence, un système, un régime bâti autour de la violence, bâti autour de la suppression de la liberté individuelle de manifester, qui est battu autour de la suppression de la liberté des paroles et donc qui confine le peuple de ce régime-là à vivre dans une paix permanente. Et ça, on se le voit souvent dans les régimes de partis uniques. Donc ça, c'est aussi une autre forme de terrorisme. Dans le terrorisme étatique aussi, nous avons des groupes qui sont organisés, qui attaquent l'État, que l'État identifie, mais qui composent avec l'État. Vous comprenez? Dans le terrorisme d'État aussi, quelquefois, quand un État veut attaquer un autre État, il faut monter un coup en s'auto-attaquant et attribue l'attaque à celui qu'il veut attaquer. Ça, c'est le terrorisme d'État. Il y a le bioterrorisme qui consiste à fabriquer des virus ou des bactéries qu'on injecte soit dans des plantes, dans un milieu d'êtres vivants qui les infectent, ou même dans l'alimentation. L'objectif, c'est de créer une psychose. Pour rappel, je peux citer par exemple la variole. Il y a l'anthrax et aujourd'hui il y a le VIH. On traite de faits de société, mais pour nous, c'est un virus pensé dans des laboratoires qui a été injecté dans la population civile. Pour nous, c'est une attaque bioterroriste et aujourd'hui, à cette il faut ajouter ce qu'on appelle l'Ebola. Vous savez le dégât que l'Ebola a causé en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria. Il y a des zones tout entières qui sont aujourd'hui en famine parce que ces zones ne pouvaient pas pratiquer l'agriculture. Donc ça, c'est des formes de terrorisme. Il y a une autre forme de terrorisme qu'on appelle le terrorisme organisé. Le terrorisme organisé est bâti d'une idéologie politique bien structurée et qui se met en place par l'extrémisme. Donc tout ce qui est extrémisme est terroriste. Donc en Europe, on peut avoir par exemple le terrorisme de l'extrême droite, comme le FNL, le Front National de Paris avec Jean-Marie Le Pen. Il y a par exemple la gauche aussi, l'extrême gauche
en Belgique. Il y a d'autres structures comme le Ku Klux Klan à son temps, qui était aussi une organisation terroriste, parce que qui avait une philosophie politique qui consistait à supprimer, si je peux le dire entre guillemets, à supprimer tout ce qui était noir aux États-Unis. Il y a le cyberterrorisme, par exemple. Le cyberterrorisme, lui, consiste à non seulement à faire la propagande, mais à recruter sur le net et bien entendu à faire des cyberattaques. Par exemple, vous avez vu un moment, je crois que c'est TV5 ou France 24 qui a été attaqué, qui a eu son programme piraté. Ça, c'est le cyberterrorisme. Et il y en a plusieurs. Par exemple, comme en cas de cyberterrorisme, des individus peuvent pirater les feux rouges d'une capitale bien fréquentée et créer un désordre dans l'alimentation des feux rouges. Vous voyez ce que ça peut créer comme scandale, comme incident. Par exemple, les métros, si c'est en Europe, qu'on peut dérégler un métro, le mettre d'amener en sens inverse, vous imaginez le dégât que ça peut créer. Donc, aujourd'hui, la technologie, la haute technologie, aujourd'hui, est une arme du terrorisme. Existe-t-il des raisons valables pour en venir à ce phénomène qui reste une menace à nos jours au monde entier? Bien entendu, vous savez, on n'est pas terroriste. On n'est pas terroriste. On devient terroriste. Mais on le devient pourquoi? On le devient par rapport à des situations, par rapport à des choses que nous avons vécues. Donc, bien entendu, comme cause du terrorisme, par exemple, il y a le milieu social dans lequel on vit. Je prends un exemple. Imaginez-vous un enfant, aujourd'hui en 2015, qui naît à Daesh, qui y grandit, supposons que la guerre ne finit pas d'ici 10 ans, dans Daesh. Vous pensez que ce jeune aura la même analyse sociologique que un gars qui est né soit au Bénin, où il n'y a pas de guerre? Ce n'est pas sûr. Vous prenez aujourd'hui un Nigérien qui est né à ce moment dans le nord du Nigeria, où il y a Boko Haram, où le Boko Haram sévit depuis près de 4 ans. Pensez-vous que ce jeune homme qui vit dans le même Nigeria que celui de Lagos a la même appréhension de la paix? Donc, vous comprenez que la première cause, c'est d'abord le milieu dans lequel on vit, le milieu social dans lequel on vit. Deuxième chose, les injustices sociales. Vous venez, il y a des pays où vous partez, ce n'est qu'une ethnie, par exemple, qui se trouve dans toute l'administration. Les postes stratégiques appartiennent à ces individus et l'autre catégorie de la population est reléguée au second plan avec des postes qui ne sont pas juteux, comme on le dit entre guillemets. On prend encore toujours dans les injustices sociales, il y a des super-ethnies dans un État et il y a des sous-ethnies. Ça peut être cause de frustration. Donc vous voyez que ces frustrations peuvent amener à quelqu'un à ne plus valoriser sa vie et vouloir la livrer à des gens pour qu'il gagne quelque chose, si on lui propose mieux. Vous voyez. Donc il y a aussi la misère. Aujourd'hui, n'oubliez pas que dans le monde, il y a près de 877 millions de personnes affamées par jour. Donc c'est plus facile pour les terroristes d'aller dans les zones infectées par la famine, proposer des moyens financiers et recruter ces jeunes. La haute technologie qui fait qu'aujourd'hui l'information n'est plus sous contrôle. Et n'importe qui peut diffuser n'importe quelle information à n'importe quelle fréquence. Vous comprenez donc? Tous ces éléments contribuent bien entendu à l'essor du terrorisme. Il y a autre chose, ce que j'appelle les frustrations. Les frustrations, donc les humiliations. Des gens qu'on arrête de manière arbitraire. Vous allez aller dans des pays où toute l'opposition est en prison. Mais vous oubliez que l'opposition, le monsieur qui a pris à des enfants, à des cousins, à des frères, mais qui, une fois bloqués, n'ont plus de porte de sortie, font quoi? Mais ils se rebiffent sur eux-mêmes, ils se transforment, ils deviennent une arme contre le pays. Donc, il faut revoir. C'est ces grandes questions qu'il faut soulever. Donc, il y a les humiliations, il y en a, on jette des biens. Mais quand tes biens sont gelés, que tu ne peux plus manger, et qu'on vient te proposer 150 millions pour que tu donnes un de tes enfants, qu'est-ce que tu fais? Il y a même les résolutions de crise. Les résolutions de crise, où on utilise régulièrement aujourd'hui la force, où on utilise la politique de la guerre. Vous comprenez que dans la guerre, on peut avoir une victoire, mais de manière momentanée. Parce que celui qui est vaincu, il ne se prépare pour revenir. Il y a aussi ce qu'on appelle le radicalisme, qui naît des stigmatisations. Par exemple, en France, vous imaginez-vous que quand tu es arabe, tu es stigmatisé comme déjà un terroriste en puissance. Ce n'est pas bon. Même quand tu es musulman,
On pense que tout musulman égale à terrorisme. Non. Mais il y a un fait de société qui est vrai, qui est que tous ceux qui attaquent, tous ceux qui posent les bombes se réclament de l'islam. Mais je ne pense pas qu'on doit juger l'islam par rapport à ces individus. Ce sont des individus qui posent des actes, pas l'islam qui pose des actes. Vous comprenez? Donc il faut qu'on arrive à faire le distinguo entre les individus qui posent des actes, qui sont peut-être frustrés, comme je l'ai dit, pour plusieurs raisons, et qui veulent s'exprimer autrement, mais dans la violence, mais qui portent la casquette des compères d'islam. Sentiriez-vous une hypocrisie dans la lutte contre ce phénomène? Votre question est légitime, qu'il y a une grande hypocrisie. Quand il s'agit d'eux qui sont touchés, un individu, des choses sont touchées, on alerte tout le monde entier. Mais quand on tue 50 Africains, 150, 3000, 2000, 100 000 personnes, c'est normal, l'Africain doit mourir. Je pense qu'on doit changer cette manière de voir. Donc, vous comprenez, il faut changer cette manière de voir. Il faut qu'on se dise qu'une vie est une vie. Quand il s'agit de préserver leurs intérêts, il faut déstabiliser les pays africains. L'OTAN existe. Mais quand il s'agit de mettre à disposition les moyens nécessaires de défense des pays africains pour lutter contre ces fléaux, ne serait-ce que sur le plan renseignement, on ne le fait pas. Selon vous, quelle méthodologie peut-on adopter dans la lutte contre le terrorisme? Vous savez, le cadre a une vision particulière. Il faut donc trouver une nouvelle forme de lutte contre le terrorisme, qui est le dialogue. Donc la négociation, qui est la diplomatie. Donc nous sommes pour le dialogue, la communication sociale, avec ce qu'on appelle, pour nous, terroristes. Pour nous, ces terroristes sont nos frères. Ils sont nos frères. Il faut qu'ils comprennent que chaque fois qu'un d'entre eux meurt, il perd sa vie, c'est l'Afrique qui perd. C'est l'Afrique qui perd, ce sont les familles qui perdent. Imaginez-vous, dès que la femme pose les pas, ce tact, les premières personnes ciblées sont qui? Ce sont ses parents. Mais le faisant, les cousins, les frères, ils deviennent quoi? Ils deviennent révoltés, donc rebelles. Donc, du coup, ils commencent à épouser la thèse du terrorisme. Puisque eux, qui étaient innocents, qui sont aussi des victimes, deviennent, comme on appelle, des acteurs privilégiés du terrorisme. Donc, pour nous, il faut changer cette vision, il faut voir autre chose. Il faut même accompagner les parents, dont les enfants sont aujourd'hui devenus terroristes. Il faut les accompagner, il faut les encadrer, il faut les aider, il faut les écouter, les comprendre. Donc, pour nous, il faut aller dans la négociation, il faut les approcher, il faut les écouter, il faut les socialiser. Il faut les socialiser, il faut leur donner un discours de fraternité. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ce qui est le point de tout ça, c'est que la vie aujourd'hui, la vie sociale aujourd'hui est désagrégée. Et elle est dominée par quoi? Elle est dominée dans tout son sens par l'argent. Aujourd'hui, l'argent au-dessus des valeurs morales. Et là où il n'y a pas de valeurs morales, tout est permis. Donc nous, déjà, à notre niveau, c'est de ramener les gens à la vie morale. Il faut les ramener à la vie morale, il faut les ramener au spirituel, pas tout est spirituel, il faut comprendre que le terroriste comprenne la valeur de la vie. Je vais vous le dire, personne ne sait qui est terroriste. N'importe qui peut être terroriste du jour au lendemain. Et des fois, on mange avec eux, on dort avec eux. Mais ce qui peut les interpeller, c'est notre approche avec eux, notre échange avec eux, la compréhension de la situation, des situations qu'ils ont vécues, qui ont fait d'eux des terroristes, qui pourront les faire changer. Pensez-vous que votre appel peut-il changer quelque chose? Écoutez, notre appel, à notre avis, peut changer quelque chose dans si nous sommes d'abord compris par les chefs d'État. Parce que c'est le premier décideur. Si nous sommes compris par les chefs d'État, si nous sommes compris par les organisations internationales africaines, je pense que si nous accompagnent avec les moyens nécessaires, notre message peut être entendu. Monsieur Clotaire Akpané, nous voici à la fin de notre entretien. Que diriez-vous pour le conclure? D'abord, je remercie Sika TV pour tout le travail que Sika TV fait pour nous, qui n'avons pas de moyens, que vous accompagnez régulièrement. Nous vous disons merci pour ce que vous faites pour l'Afrique et pour le monde. Pour conclure, moi j'ai un message à lancer. D'abord, aux frères qui sont devenus aujourd'hui terroristes, par rapport à des frustrations qu'ils ont vécues, par rapport à des humiliations qu'ils ont vécues, par rapport à certaines choses qu'ils ont vécues, ou par rapport à des convictions personnelles. Je voudrais dire à ces frères que nous voudrons les rencontrer pour échanger, pour que nous comprenions davantage ce qui les pousse à s'éloigner de la société. Qu'ils retiennent ces frères, qu'ils demeurent des frères pour nous. Qu'ils demeurent des frères pour nous et que nous leur demandons de nous rejoindre pour qu'ensemble on bâtisse une Afrique de paix, une Afrique prospère. Et chacune des vies de ces terroristes est une vie en or pour nous. Parce que ce sont des vies qui contribueront à la construction de l'Afrique. Merci, Monsieur Clotaire Akpané, pour votre disponibilité.